Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Bye, bitch. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après cette petite introduction avec Dan Peña qui dit que Bitcoin va aller à zéro, peut-être que c'est une vidéo que vous avez déjà vue, eh bien on peut se poser la question, est-ce que Bitcoin a réellement de la valeur ? Aujourd'hui, Bitcoin, en quelques chiffres, c'est entre 90 et 100 000 dollars sur le marché aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. On a une capitalisation ou un market cap de presque 2000 milliards de dollars. À titre de comparaison, la dette française s'élève à plus de 3000 milliards de dollars aujourd'hui et la capitalisation, la valorisation de la société Meta, qui est derrière Facebook et Instagram par exemple, est à environ 1500 milliards de dollars. Donc qu'est-ce que c'est que cette technologie qui a pris tant de valeur au fil des dernières années ? Un actif qui est 100% numérique, est-ce que vraiment ça peut avoir une valeur, une réelle valeur ? Ou est-ce que finalement tout ça c'est une énorme bulle ? On va tenter de répondre à la question suivante. Et si Bitcoin n'avait finalement aucune valeur ? Est-ce que Bitcoin est une bulle ? Est-ce que Bitcoin est un actif qui n'a strictement aucune valeur réelle sur le marché ? Bitcoin, finalement, c'est un actif qui n'est pas du tout physique, un actif qui est 100% numérique. Et je suis sûr que vous avez déjà eu un repas de famille où vous avez parlé avec votre beau-frère ou votre père de Bitcoin, de la crypto-monnaie, et qui vous a dit « mais tu comprends rien, c'est une bulle, pense aux tulipes aux Pays-Bas en 1637, où finalement eh bien, il y a eu une bulle autour de la valeur des tulipes. Imaginez-vous, un bulbe de tulipes pouvait se vendre jusqu'à 10 fois le salaire annuel d'un artisan expert dans son domaine. Donc si l'artisan faisait par exemple 30 000 euros par an, eh bien ça pouvait se vendre jusqu'à 300 000 euros le bulbe de tulipes. Donc je suis persuadé que dans votre entourage, vous avez certainement eu des débats lors des fêtes de Noël ou même avant sur cette technologie qui fait beaucoup parler d'elle. Mais finalement, on vous dit que c'est un gadget, que c'est sans utilité, que la valeur elle est bien au-delà de ce que c'est réellement et que finalement, cette chose n'a aucune réelle valeur. Donc pour répondre à cette question, on peut se demander déjà dans un premier temps, qu'est-ce que la valeur ? Je vous ai pris pour exemple une bouteille d'eau, tout simplement, tout le monde connaît une bouteille d'eau, et je l'ai mis dans 3 cas de figure différents. Dans le premier cas de figure, la bouteille d'eau se trouve au supermarché. Et quand vous allez acheter une bouteille d'eau, eh bien vous allez la payer 80 centimes, 1 euro, 1,20 euro, voilà, en fonction de là où vous allez l'acheter, mais globalement, c'est un prix qui est plutôt faible. Dans le deuxième cas de figure, cette bouteille d'eau est vendue dans un avion. Et dans un avion, eh bien, c'est plus compliqué d'avoir une bouteille d'eau. En tout cas, il y a un service qui est derrière, une compagnie aérienne qui a aussi des charges. Et en plus de ça, ça rajoute du poids dans l'avion. Donc finalement, vous allez payer votre bouteille d'eau plus cher. Maintenant, dans le troisième cas, imaginez une bouteille d'eau dans le désert. Eh bien, cette même bouteille d'eau, vous seriez prêt à la payer des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'euros si vous mourrez de soif au milieu du désert. Ce que je veux dire par là, c'est que la valeur perçue de cette même bouteille d'eau qui n'a pas changé, en fonction de l'endroit, de la situation où vous êtes, eh bien, elle aura une valeur qui sera différente à vos yeux. Et ça veut dire quelque chose sur la valeur. Ça veut dire que le principe d'offre va rentrer en jeu quand on estime la valeur de quelque chose. Dans le supermarché, il y a beaucoup d'offres, donc vous allez la payer peu cher. Dans l'avion, il y a une offre qui est limitée, donc vous allez la payer plus cher. Et enfin, dans le désert, eh bien, c'est introuvable une bouteille d'eau. Et si jamais, par chance, vous arrivez à en avoir une, eh bien, vous serez prêt à débourser plus d'argent. Cette bouteille d'eau a plus de valeur. De base aussi, pourquoi une bouteille d'eau a de la valeur ? Eh bien, tout simplement parce que l'eau, c'est utile, ça sert à quelque chose. Ça sert surtout à ne pas mourir. On en a tous besoin, donc finalement, la demande pour des bouteilles d'eau est élevée et restera élevée. Comme je viens de le dire, pour déterminer la valeur de quelque chose, on va regarder son utilité d'une part et aussi l'offre qu'il y a d'autre part. À partir de l'utilité et de l'offre, on va déterminer la valeur de quelque chose et donc on va pouvoir lui coller un prix derrière. Je vous ai pris quelques exemples pour mettre en lumière ce qu'est la valeur. Vous avez sous vos yeux, par exemple, un masque de pharaon, du sel, un diamant, un petit peu de fer, de l'or et la Joconde Mona Lisa. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces exemples ? Eh bien parce que ces objets, ces matières, ces matériaux ont différentes valeurs.
Si je vous prends l'exemple du sel, par exemple, eh bien historiquement, le sel était même utilisé comme monnaie d'échange pour pouvoir payer des biens, des produits, des services. Tout simplement parce que c'était compliqué à extraire, c'était compliqué d'avoir du sel et donc l'offre était limitée. Il y avait de la demande parce que ça servait à plein de choses, notamment à conserver les aliments ou à les assaisonner et à aussi bien d'autres choses. Au fur et à mesure, à cause de l'industrie, eh bien le sel s'est extrait de plus en plus facilement et donc de la même manière, la valeur du sel a baissé. Parce qu'il y avait plus d'offres, donc plus d'offres et la même demande fait que la valeur de quelque chose baisse. Il en est de même pour les diamants. Un diamant, c'est une pierre qui se forme sous forte pression, sous la croûte terrestre et sous forte température. Pendant très longtemps, le diamant a été considéré comme quelque chose d'extrêmement rare parce que d'une part, il y en avait très peu, donc la supply ou l'offre était très limitée, et d'autre part, une certaine rareté parce qu'il fallait certaines conditions pour que ce diamant se forme. Aujourd'hui, le diamant est très largement utilisé dans l'industrie, notamment pour, comme vous le savez, le diamant est très dur. Il va pouvoir rayer des matériaux qui sont aussi très durs, comme le verre ou des métaux. Et donc, plutôt que d'utiliser des diamants naturels, on a trouvé une manière de synthétiser les diamants grâce à des lasers qui vont reproduire les conditions de pression et de température sur du carbone pour former des diamants. Il en est de même pour les saphirs et les rubis. Et donc, à cause de tout ça, la valeur du diamant a diminué. Tout simplement parce qu'il y en a plus en circulation et donc l'offre augmente, la valeur diminue. Pourquoi je vous ai pris l'exemple du masque de Pharaon? Parce que dans un premier temps, un masque de cette sorte, il y a une création derrière, donc il y a du travail et il y a une certaine rareté, donc l'offre est extrêmement limitée, donc sa valeur est inestimable. Mais en plus de ça, si vous remarquez, juste en dessous, je vous ai mis un petit bloc de métal. Ce métal, c'est du fer. Et en fait, à l'époque des Égyptiens, eh bien, le fer ne se trouvait pas dans les minerais comme actuellement, il s'extrayait uniquement sur les météorites. Et les météorites, comme vous le savez, ça tombe très rarement du ciel, et les Égyptiens voyaient ça comme quelque chose de très limité, donc de très précieux, de très rare, sa valeur était inestimable. Comparable d'ailleurs à celle de l'or. D'ailleurs, pour parler de l'or, eh bien, ça a été une réserve de valeur pendant de longues années, tout simplement parce que la supply, l'offre est limitée, la demande reste élevée parce que c'est un métal qui est rare et en plus de ça, il a des propriétés qui sont très particulières pour l'industrie, notamment pour sa capacité à ne réagir avec rien et aussi d'être un excellent conducteur d'électricité. Aujourd'hui d'ailleurs au passage, les monnaies ne sont pas du tout indexées sur l'or et ça c'est un gros problème que d'ailleurs on va réaborder par la suite qui est lié avec notre fameux Bitcoin. Pour résumer ce que je viens de dire, eh bien, les critères essentiels pour donner de la valeur à un objet, c'est d'une part qu'il y ait une utilité, donc une demande, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à acheter ou à investir dans cet objet. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une offre, donc une supply, une quantité disponible qui soit limitée. Ça, c'est le deuxième critère. Et enfin, le troisième critère, c'est qu'il y ait un travail de création ou d'extraction pour justement acquérir ce matériau ou cet objet. Donc maintenant, si on revient à nos moutons et qu'on parle de Bitcoin. Pour revenir à la création de Bitcoin, qui a été créée par Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme soit d'une personne ou d'un groupe de personnes, Satoshi Nakamoto est arrivé avec cette proposition. Je propose un système de paiement électronique basé sur des preuves cryptographiques plutôt que sur la confiance en des tiers. La confiance en des tiers, par là, il veut parler évidemment des banques centrales, qui finalement contrôlent le système monétaire international. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que, ok, c'est intéressant, pas de système tiers. En revanche, comment est-ce que cet actif peut réellement avoir de la valeur? Comment est-ce qu'on peut donner de la valeur à un actif qui n'est pas du tout physique, comme de l'or, du sel, qu'on a vu juste avant, mais à un actif qui est 100% numérique. Et surtout, pas un consensus comme l'euro ou le dollar, où on se met tous d'accord que 1 euro égale 1 euro, c'est les banques qui gèrent, c'est les banques centrales. Et bien là, c'est un système qui est plus libéral, donc comment est-ce qu'on donne cette fameuse valeur à quelque chose qui est numérique? La proposition de Satoshi Nakamoto est la suivante. Bitcoin permet des échanges d'argent en pair à pair, c'est-à-dire de personne à personne, sans organisme central tel qu'une banque, donc sans intermédiaire. Le deuxième point, c'est qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins émis. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Une fois que tous les bitcoins seront disponibles sur le marché, eh bien, il n'y en aura pas un de plus. C'est-à-dire qu'aucune banque,
à l'image des banques d'aujourd'hui, ne peut se dire « bon, on va imprimer tant de milliards d'euros ou tant de milliards de bitcoins ou tant de millions de bitcoins supplémentaires ». Impossible. C'est inscrit dans le code de Bitcoin, ça ne bougera pas. Et enfin, la troisième proposition de Satoshi Nakamoto, c'est que les bitcoins sont créés via un algorithme à l'aide de calculateurs qui résolvent une équation complexe. Donc c'est tout simplement un système cryptographique que personne n'est en mesure de décrypter, qui va générer, grâce à de la puissance de calcul, des nouveaux bitcoins et sécuriser le réseau Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on retrouve les trois conditions pour donner de la valeur à quelque chose. Dans le premier cas, Bitcoin permet des échanges d'argent, tout le monde en a besoin, surtout aujourd'hui avec Internet, avec les échanges internationaux, tout le monde a besoin de s'envoyer de l'argent d'une personne à une autre, et en plus, sans organisme intermédiaire, il y a une vraie utilité. On s'affranchit des banques et du système monétaire international, donc même s'il y a un embargo sur un pays, eh bien on peut quand même envoyer de l'argent dans un pays. Donc l'utilité, c'est check. Le deuxième point, c'est qu'il y a 21 millions de bitcoins émis, et pas un de plus. Et ici, on peut voir que l'offre est limitée, parce que la quantité de bitcoin possible à avoir sur le marché est totalement fixe. On ne peut pas en avoir un de plus. Je vous ai déjà donné l'exemple des banques qui sont capables d'émettre plus d'argent s'il y en a besoin. Ici, ce n'est pas possible. Donc l'offre est bien limitée. Cette case est cochée. La troisième proposition de Satoshi Nakamoto, c'est que les bitcoins, pour qu'ils soient créés, ils ne sont pas émis par quelqu'un, ils ne sont pas émis par n'importe quoi, ils sont émis par un travail. Ce travail, il est effectué par des calculateurs qu'on appelle mineurs, pour la simple et bonne raison que, au même titre que le minage, quand on va miner quelque chose, on n'est pas sûr de trouver de l'or. Par exemple, on va miner de l'or, on n'est pas sûr de tomber sur de l'or, même si on creuse. Et c'est exactement le même principe de ces calculateurs, qui vont, par un algorithme qui va chercher une solution à un problème, mais de manière totalement aléatoire, parce qu'on ne peut pas trouver la solution d'une autre manière, eh bien, ils vont réaliser ce travail. Et ce travail, c'est ce qu'on appelle la proof of work. Et ça, c'est la troisième condition de la valeur. Troisième condition, cochée. Super. Donc là, normalement, on a coché nos trois conditions, l'utilité ou la demande, il y a un marché, l'offre, supply, limitée, et le travail de création d'extraction. Les trois cases sont cochées. Maintenant, on peut se dire, c'est très bien, les trois cases sont cochées, mais finalement, je ne fais pas trop confiance à ça, il n'y a personne qui va contrôler, pas de banque, pas d'organisme, pas de pays, mais comment est-ce que ça peut marcher? Et c'est là qu'entre en jeu un système qui est complètement révolutionnaire, c'est la blockchain. La blockchain, c'est un nouveau système par réseau qui est sécurisé, traçable, infalsifiable, qui est complètement décentralisé et qui est surtout incontrôlable par un pays, par une société ou par une organisation. Je vous invite, si vous voulez voir plus de choses sur la blockchain, comment ça marche et pourquoi c'est une vraie révolution, à aller voir ma formation gratuite qui est aussi disponible sur YouTube et qui est dans une playlist dédiée sur mon profil. La blockchain, elle permet finalement confiance et légitimité de l'actif Bitcoin. Personne ne peut le contrôler, personne ne peut en générer, tout le monde peut voir ce qu'il se passe dessus et surtout, c'est un réseau qui est mondial. Donc là, je pense que vous avez compris qu'on est sur une réelle révolution. Bitcoin, c'est le premier actif numérique qui est parvenu à combiner une vraie utilité dont on a besoin aujourd'hui, un principe de rareté grâce au proof of work dont on a parlé juste avant et aussi à son code qui permet d'avoir une supply qui est limitée à 21 millions et une sécurité grâce à la blockchain et sa forte décentralisation. Il peut y avoir des ordinateurs dans le monde entier qui vont sécuriser la blockchain et qui vont empêcher des dérives et une centralisation du réseau. Les investisseurs qui ont compris ça aujourd'hui investissent massivement dans la durée. D'ailleurs, tu as dû le voir, sur les derniers mois et les dernières années, énormément de grosses sociétés, on peut parler de Tesla, on peut parler de MicroStrategy, on peut aussi parler des ETF, comme BlackRock qui a lancé son ETF Bitcoin, eh bien, ont investi massivement dans Bitcoin pour la simple et bonne raison qu'ils ont compris que Bitcoin était le premier actif numérique qui combinait utilité, rareté et sécurité. Malgré le fait que Bitcoin ait été créé à la base pour transférer de l'argent de pair à pair, eh bien aujourd'hui,
c'est devenu une réelle réserve de valeur de par sa nature utile, rare et sécure. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des débats interminables sur le Bitcoin au repas de Noël. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas de vous former aussi. Sous la vidéo, je vous mettrai un lien pour ma formation totalement gratuite qui reprend les bases de la blockchain, de la crypto. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous aurez aussi un module dédié à l'investissement. N'hésitez pas aussi à utiliser les liens de parrainage sous la vidéo. Ils vous aideront à commencer à investir dans la crypto-monnaie. Et en plus de ça, vous aurez un petit bonus. Je vous dis à bientôt, c'était Gluck. Salut!